La crise des Malouines, attaque britannique ce matin sur l'aéroport de l'archipel. Pas de riposte militaire argentine d'envergure jusqu'ici. Le ministre britannique des Affaires étrangères à Washington et à New York pour poursuivre les efforts diplomatiques. Pologne, manifestation sans précédent des partisans de solidarité à l'occasion du 1er mai. Le 1er mai à Paris, cortège distinct des différentes centrales syndicales. Invité de ce journal, Henri Krasucki de la CGT. Le transfert de Platini à la Juventus, le capitaine de l'équipe de France explique son choix italien. Madame, monsieur, bonsoir. En 2 vagues successives, les chasseurs bombardiers britanniques ont frappé à l'aube. C'est à l'aube, aux Malouines, vers 10 h du matin, notre heure, que l'aviation britannique a attaqué le seul aéroport de l'archipel, occupé par les Argentins, l'aéroport de Port Stanley. Il s'agit de faire respecter la zone d'exclusion totale imposée depuis hier midi, conformément aux droits d'autodéfense prévus par la Charte des Nations Unies, a déclaré le ministère britannique de la Défense. Alors que depuis hier soir, on croyait à nouveau aux chances d'un règlement négocié, Londres a donc voulu accroître encore sa pression militaire en essayant de détruire la base logistique de l'armée argentine dans les Malouines. Les faits, Jean-Marc Illouz. Après les îles de Géorgie du Sud, voici la 2e cible de l'offensive britannique aux Malouines, l'aéroport de Port Stanley, ici quelques jours avant son bombardement cette nuit par les Britanniques. 4h40 heure locale, c'est en pleine nuit qu'une première vague de bombardiers Vulcain volant à haute altitude largue leur première bombe. Probablement partis de la base d'Ascension au milieu de l'Atlantique, ils ont dû être ravitaillés en vol pour arriver jusqu'aux Malouines. 8h20, le jour se lève à peine, une 2e vague de bombardiers britanniques part des porte-avions Hermès et Invincible qui croisent au large. Volant à basse altitude, les appareils de l'aéronavale vont tromper les radars argentins et survoler l'île pour un pilonnage plus précis de l'aéroport. Chacun de ces appareils transporte 3 bombes de 1000 livres et 19 roquettes de 68 mm. Ce sont les fameux Harriers à atterrissage et décollage vertical. Quatre heures plus tard, l'Argentine annoncera officiellement ses attaques pour dire qu'elles ont été repoussées par sa DCA, que 2 Harriers ont été abattus, un pilote britannique tué, un autre fait prisonnier. Information démentie en début de soirée à Londres où l'on affirme que tous les appareils sont rentrés sains et saufs. Quant à l'enjeu de la bataille, l'aéroport de Port Stanley, il est toujours intact et en bon fonctionnement selon l'Argentine. Pour les Britanniques, les avions argentins ont souvent été atteints et les pistes de l'aéroport gravement endommagées. Jusqu'à présent, en tout cas, les Argentins ne semblent pas avoir répliqué par une opération militaire d'envergure. Selon certaines sources officieuses, une partie de l'aviation argentine aurait décollé ce matin. Mais visiblement, le régime argentin a été pris de court par l'attaque britannique, d'autant plus que la nuit dernière, l'Argentine se disait prête à accueillir à certaines conditions la mission de bons offices du secrétaire général des Nations Unies. Les réactions à Buenos Aires, Claude Guénière. On a appris que la Grande-Bretagne avait attaqué les îles Malouines. Les programmes ont été interrompu et sur cette diapositive représentant le commandement unifié avec un sabre, des ailes et une ancre, une voix a annoncé le 38e communiqué du commandement unifié. À 4h40 ce matin, l'aviation du Royaume-Uni a attaqué Port-Argentine sur les Malouines. L'attaque a été repoussée. La Grande-Bretagne montre ainsi qui est l'agresseur. Cette action est une violation flagrante de la résolution 502 du Conseil de sécurité. Voilà, d'autres attaques du port depuis se sont produites et il semble que la bataille en ce moment continue. 3 chasseurs bombardiers britanniques auraient été abattus, d'autres avions touchés, affirme le commandement argentin. Les Mirage, les Skyhawk et les Dagger de l'aviation argentine ont pris l'air pour attaquer sans doute la flotte britannique. L'aumônier des forces armées argentines contacté sur les îles Malouines confirmait il y a quelques instants que les attaques britanniques se poursuivaient. On ne sait pas s'il s'agit d'attaques faites par avion ou de bombardements d'artillerie opérés par la Navy. Voilà, on ne peut plus parler d'une escarmouche, on voit mal comment l'escalade maintenant peut être arrêtée et comment peut être éviter une bataille totale. On procède en Argentine en ce moment au rappel des réservistes. Maintenant, le caractère dramatique de ces communiqués contraste étrangement avec le calme de la capitale et celui de la population dont on se demande si elle réalise la signification de ces combats qui se déroulent, il est vrai, à quelques 2000 km d'ici. Étonnant peuple argentin qui, pendant 3 semaines, a manifesté bruyamment sa joie de la récupération des îles, hurlé qu'elle donnerait son sang pour les défendre et qui semble aujourd'hui ne pas croire que c'est la guerre.
entre deux communiqués, la télévision diffuse des programmes normaux. Sur la chaîne d'où je vous parle, il y a en ce moment un film américain. Et en rentrant dans ce studio, j'écoutais sur la radio argentine un tango. L'Argentine a en tout cas dénoncé l'action britannique auprès de l'ONU et de l'Organisation des États américains. Même si le risque d'escalade militaire est réel, Londres, qui bénéficie depuis hier du soutien officiel de Washington, mène la partie de main de maître jusqu'ici, en portant un coup militaire à l'Argentine, prise au collet par la suspension de l'aide américaine. La Grande-Bretagne cherche manifestement à donner le plus de muscles possible aux efforts diplomatiques que son ministre des Affaires étrangères va poursuivre ce soir à Washington. Bernard Rapp, à Londres, on considère qu'il s'agit d'un nouveau tour de vis. Oui, Christine, je voudrais d'abord vous signaler qu'ici, le suspense a duré jusqu'au milieu de l'après-midi, puisqu'il aura fallu attendre 16h heure de Londres pour avoir les premières informations précises sur l'opération de ce matin. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, il apparaît évident ce soir encore que le bombardement de la piste de Port Stanley s'inscrit très précisément dans la tactique adoptée depuis le début des événements par Margaret Thatcher. Tu vas intervenir directement derrière Rapp. Allô, cette tactique que l'on appelle ici de pression graduelle, ça s'apparente plutôt au principe du nœud coulant. C'est comme ça que les Anglais le voient en tout cas. Chaque jour, Londres serre un peu plus le nœud pour amener Buenos Aires à négocier et surtout à évacuer les Malouines. L'opération d'aujourd'hui rentre dans ce cadre qui a quand même l'inconvénient de rendre la situation un peu plus dangereuse, un peu plus explosive chaque jour. Mais le ministre britannique des Affaires étrangères est bien en route pour Washington et pour New York pour continuer les efforts diplomatiques, notamment au niveau des Nations Unies. Alors absolument, et le raid de ce matin a causé une véritable stupéfaction ici. On ne s'attendait à rien de semblable à la veille du voyage à New York de M. Pym. Et surtout, on pensait que Londres laisserait le temps à Buenos Aires de méditer les conséquences de l'engagement américain aux côtés de la Grande-Bretagne. C'était en définitive mal connaître Margaret Thatcher qui veut gagner et gagner vite. Et Bernard, sur le plan intérieur, Mme Thatcher n'a pas de problème, elle a l'opinion pour elle. Elle a l'opinion pour elle et les réactions de l'opposition sont dans l'ensemble plutôt favorables. Il faut se souvenir que les travaillistes se sont engagés à soutenir la démonstration de force de Margaret Thatcher tant qu'elle laisserait la porte ouverte aux négociations. Et ici, officiellement, les négociations se poursuivent. Merci Bernard Rapp. Maintenant que Washington a officiellement choisi son camp, la tactique britannique est sûrement appliquée en connaissance de cause. Le président Reagan a pourtant déclaré ce matin que l'attaque britannique aux Malouines était une surprise totale. Alors Édouard Laure, vraie ou fausse surprise à Washington ? Écoutez Christine, il y a eu effectivement cette déclaration ce matin de Ronald Reagan disant qu'il était très surpris, plus une déclaration au département d'État disant que les Britanniques ne tenaient pas au courant Washington des interventions militaires. Cela dit, je voudrais vous rappeler que depuis hier matin, Alexander Haig comme Ronald Reagan n'ont pas cessé de dire que la situation en était arrivée à un point tellement critique qu'on ne pouvait plus exclure une intervention militaire. Alors disons qu'il s'agit d'une surprise un peu forcée. Mais Washington continue de mettre tout son poids dans la recherche d'un compromis négocié. La médiation du secrétaire général de l'ONU a sûrement l'aval américain. Oui, absolument. Il y a deux éléments qui rentrent en jeu depuis ce matin. Il y a l'échec reconnu par le département d'État d'Alexander Haig, de sa mission. Deuxièmement, il n'est pas question pour Buenos Aires que Washington abandonne Buenos Aires, compte tenu des problèmes d'Amérique centrale à travers le Salvador, le Nicaragua et Cuba. Et à partir de ces deux éléments, le calcul de Washington est de faire intervenir le plus vite possible une tierce personne, donc le secrétaire général de l'ONU. Et ça devrait se faire, en principe, dès ce soir ou au plus tard demain. Mais si malgré tout il y a une escalade militaire dans les heures qui suivent, le problème pour Washington va devenir très vite l'attitude de Moscou et de Cuba qui vient de se déclarer prête à aider l'Argentine par tous les moyens. Oui, alors je peux vous dire, Christine, que c'est une hypothèse qu'on se refuse totalement à envisager, du moins aujourd'hui, à Washington. Parce que ça voudrait dire que les Américains devraient s'engager un peu plus aux côtés des Britanniques. Mais on sait très bien ici que ça voudrait dire aussi que les Argentins chercheraient des appuis ailleurs, donc du côté de Cuba ou de Moscou. Et il n'est pas question, du moins jusqu'à aujourd'hui, au département d'État, que ce conflit se transforme, disons, en une altercation même verbale entre Washington et Moscou, du moins pour l'instant. Merci Édouard Laure. L'Argentine, en tout cas, accuse les États-Unis d'avoir violé la charte de l'Organisation des États américains. Quelle que soit maintenant l'évolution de la crise, ses conséquences sur le plan intérieur argentin risquent de devenir
pour Washington comme pour Moscou une préoccupation essentielle. Jusqu'ici, Moscou s'est contenté d'un soutien moral aux thèses argentines en fonction des liens économiques et militaires entre les deux pays. Cuba pourrait donc jouer un rôle d'intermédiaire de plus en plus actif, d'autant plus, je le répète, que La Havane vient d'affirmer que Cuba est prêt à aider l'Argentine par tous les moyens nécessaires. L'image du jour est polonaise, l'image d'un pays qui, malgré l'état de siège, a montré aujourd'hui à ciel ouvert ses divisions et sa nostalgie. Nostalgie en ce jour de 1er mai des partisans de solidarité qui n'ont pas hésité, pour la première fois depuis 4 mois, à manifester par milliers à Varsovie et à Gdansk surtout. Hier soir, Radio Solidarité a diffusé pendant quelques minutes une nouvelle émission clandestine qui a aussitôt déclenché en plein Varsovie un gigantesque opération de police. C'était le prélude à ce 1er mai écartelé entre la Pologne officielle et l'autre. Bruno Albin. À Varsovie, la célébration du 1er mai a commencé hier soir, à l'écoute de cette station brouillée par les services officiels. Cette émission de 5 minutes de Radio Solidarité a donné lieu à un gigantesque déploiement de moyens pour tenter de localiser l'émetteur clandestin. Tentative infructueuse de la police. Les orateurs qui se sont succédés au micro de Radio Solidarité ont donné un nouveau rendez-vous à leurs auditeurs pour demain soir. Auparavant, ils avaient donné le ton de ce 1er mai en Pologne en affirmant que les drapeaux rouges portés aujourd'hui dans les défilés seraient tachés du sang des ouvriers tombés depuis la proclamation de l'état de guerre. Dénombrer les Polonais de Varsovie qui se sont mis à l'écoute de cette émission de 5 minutes est impossible. Néanmoins, la contre-manifestation du 1er mai, organisée ce matin dans le vieux quartier de la capitale polonaise, donne une idée de l'état d'esprit de la population face à la prolongation de l'état de guerre. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues, ignorant le meeting officiel qui se déroulait à quelques centaines de mètres en présence du général Jaruzelski. À n'en pas douter, il s'agit de Polonais hostiles au régime militaire. Les banderoles de cette manifestation portait à cet égard des slogans explicites. Libérez Walesa, solidarité, c'est la démocratie, non à la dictature. Ce défilé parallèle du 1er mai s'est déroulé sans incident, malgré la présence de nombreuses forces de police. Son succès permet de supposer que l'on est encore assez éloigné d'un retour au calme dans le pays, et ce, malgré la libération depuis hier de 1000 personnes internées après le 13 décembre dernier. Il ne faut pas pour autant sous-estimer l'ampleur de la manifestation officielle. Le général Jaruzelski a présidé ce matin des cérémonies qui ont elles aussi rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes, organisations de jeunesse, membres du parti, représentants de l'organisation des vétérans du mouvement de la classe ouvrière. Une foule énorme qui a marché pendant 4 heures dans le centre de Varsovie avant de se rassembler devant le monument aux soldats inconnus. Dans son discours, le chef de l'État a lancé un appel à ceux qui restent perplexes et amers. Pour tous ceux qui admettent la route socialiste, pour tous ceux qui travaillent honnêtement pour le pays, a-t-il dit, il y a place dans le défilé commun. Le problème, c'est qu'il y avait 2 défilés aujourd'hui à Varsovie. La Pologne est et restera socialiste. Cette inscription sur une immense photo de la dernière rencontre Brejnev-Jaruzelski figurait en bonne place dans le traditionnel défilé du 1er mai sur la place rouge à Moscou. Toute la nomenclatura soviétique était alignée aux marches du Kremlin, en l'absence encore une fois des ambassadeurs occidentaux qui, à l'exception de la Grèce et des pays scandinaves, boudent la cérémonie depuis l'Afghanistan. La vedette était bien sûr Léonid Brejnev, dont l'apparition en public au milieu des hommes qui rivalisent pour sa succession était guettée par tous les observateurs. Jérôme Camilly. Une image traditionnelle, celle du 1er mai sur la place rouge à Moscou, le mausolée Lénine, la foule moscovite et Léonid Brejnev, en haut de la tribune entourée des membres du bureau politique. Comme chaque année, ce 1er mai a été placé sous le signe de la paix et contre la dangereuse folie nucléaire. Devant d'immenses portraits de Lénine, la foule a défilé durant 1h30 au milieu des ballons, des fleurs artificielles, des drapeaux rouges et des pancartes condamnant la politique militariste des États-Unis et réaffirmant que la Pologne est et demeurera socialiste. En Italie, 2 attentats ont coûté la vie à un dirigeant du Parti communiste de Palerme et à un responsable de la démocratie chrétienne de Naples. C'est la première fois qu'un membre influent du Parti communiste italien est abattu. Les syndicats ont appelé à manifester contre le terrorisme et la mafia désignée comme de véritables détonateurs de contre-pouvoirs.
1er mai sanglant au Portugal. Dans la nuit d'hier, 2 jeunes ouvriers sont morts. Plusieurs centaines de personnes ont été blessées à Porto, dans le nord du pays, quand la police, avec beaucoup de violence, a voulu empêcher les militants de la CGT portugaise d'aller troubler une manifestation d'un syndicat rival de tendance socialiste. Un nouvel incident a eu lieu ce matin à Porto. La police est à nouveau violemment intervenue contre les parents des victimes de la veille qui manifestaient devant l'hôpital où ils sont soignés. La fête du travail a été célébrée partout en France et surtout à Paris par les traditionnels cortèges des centrales syndicales. Pas de manifestation unitaire pour la 3e année consécutive. C'est séparément que les militants ont défilé toute la journée dans Paris. Jean-Claude Renaud. D'abord la CGT et le Parti communiste, en tête Henri Krasuki, Georges Ségui et Georges Marchais. À gauche du leader communiste, imperméable gris, Marcel Debarge, secrétaire national du PS, qui a voulu faire l'unité envers et contre tout, en participant aux 3 rassemblements parisiens du 1er mai. Il a pu constater sur les grands boulevards que le cortège de la CGT et du PC était le plus imposant. Il a pu entendre et noter aussi les divergences qui séparent les centrales syndicales et qui ont empêché le défilé du 1er mai d'être unitaire. Et d'abord, la question des libertés syndicales dans le monde, sur lesquelles la CGT, comme les autres, avait mis l'accent. Beaucoup de délégations étrangères, des Turcs, des Marocains, des Kurdes, des Iraniens, pro- et anti-Roménie, des syndicalistes d'Amérique latine soutenant l'Argentine contre la Grande-Bretagne aux Malouines, mais aucune délégation polonaise de solidarité. Valéza était à la Bastille avec la CFDT. Les représentants de Solidarité étaient chaleureusement entourés et des journalistes français demandaient la libération de leurs confrères polonais emprisonnés. Visiblement, la Pologne était comme un fossé entre la CGT et la CFDT. Edmond Maire avait laissé à Jacques Chirac le soin d'affirmer bien haut que l'unité du 1er mai ne pouvait pas se faire sur le dos de Lech Walesa et des travailleurs polonais. La CFDT avait choisi le style fête populaire, où là aussi les syndicalistes du monde entier étaient venus dénoncer l'oppression et les libertés étouffées. Force ouvrière, comme toujours, avait rejeté l'idée même d'un défilé avec la CGT et organisé le sien ce matin de la Bastille à l'Hôtel de Ville, avec également des slogans sur les libertés syndicales dans le monde et de nombreuses délégations étrangères, dont les Polonais, de solidarité. Le leader de FO n'était pas à Paris. André Bergeron a préféré s'exprimer à Carmaux, la ville de Jean Jaurès. C'est par un appel à l'unité syndicale que le Premier ministre Pierre Mauroy a célébré aujourd'hui à Fourmies dans le Nord la fête du travail. Donnez à tous l'occasion de manifester ensemble, a-t-il dit. Les forces syndicales doivent s'unir pour venir appuyer l'unité des forces politiques qui travaillent ensemble au Parlement et au gouvernement pour installer le changement. Le Premier ministre était venu commémorer à Fourmies la mort de 9 ouvriers tués par l'armée il y a près d'un siècle. Monsieur Mauroy a participé à un défilé unitaire de toutes les organisations syndicales locales. Monsieur Krasuki, vous êtes notre invité, vous êtes maintenant le patron, pratiquement, de la CGT. Alors, pour ce 1er mai, célébré sous un gouvernement de gauche, est-ce qu'il n'est pas anormal que le Premier ministre doive ainsi en appeler à l'unité syndicale? Mais écoutez, je vais parler du Premier ministre, si vous voulez bien, après, mais j'ai quelque chose à dire avant. Parce que j'entends depuis ce matin des gens s'apitoyer sur ce 1er mai tel qu'il est, alors qu'ils n'en sont pas... le Premier ministre, non, justement, le Premier ministre, c'est autre chose. Mais j'entends des apitoiements curieux de gens qui ne tiennent pas du tout à ce qu'il y ait un grand 1er mai unitaire. Alors, je veux dire, tout d'abord, qu'en réalité, il s'est passé 2 choses aujourd'hui. Il y a 2 problèmes. Un, c'est que le 1er mai, aujourd'hui, a été bel et bien une journée forte. Et 2, il y a un problème sur les relations syndicales, c'est vrai. Alors, journée forte, en quel sens? Des centaines de manifestations dans tout le pays, plusieurs dizaines d'entre elles rassemblant toutes les organisations syndicales et politiques de gauche, y compris dans un certain nombre de cas la CFDT. C'est M. Roux, à Paris, par exemple.
Par exemple, Monsieur Rouille, oui, mais aussi à Toulouse, mais aussi à Amiens, mais aussi à Orléans. Ça me semble pas bizarre qu'il y ait par exemple une manifestation unitaire sur Monsieur Roux. Non, c'est vrai. C'est très bien. J'en suis content. J'ai entendu que le Premier ministre a participé à une manifestation, il y avait aussi tous les syndicats, mais nous avons travaillé pour ça. Alors donc, je signale d'abord la dimension. À Paris, à la manifestation à laquelle j'ai participé, et comme on l'a vu, nous n'y étions pas seuls, non seulement comme organisation syndicale, il y avait différentes organisations syndicales, il y avait les partis de gauche qui avaient eu à y prendre part. Eh bien, plus de 100 000 personnes, 2 heures de défilé. C'est-à-dire que ceux qui s'imaginent que les travailleurs renoncent, que les travailleurs sont prêts à se laisser frustrer de la victoire qu'ils ont contribué à remporter l'année dernière, ceux-là se trompent. Les travailleurs savent très bien ce qu'ils veulent et ils le montrent. Alors ensuite, il y a le problème que vous posez, qui est donc l'appel de M. Moreau à l'unité syndicale. Le problème des relations syndicales. Et puis même l'étonnement qu'on peut avoir sous un gouvernement de gauche qu'il n'y ait pas pour la première fois depuis 3 ans. Mais je vais vous en parler, bien entendu. Alors là, on ne peut pas dire purement et simplement, bon, il y a une division entre les organisations syndicales pour ce 1er mai, point à la ligne. C'est bien dommage qu'il ne se soit pas entendu, parce que pour le 1er mai, le fait est qu'il y a ceux qui ont voulu qu'il soit unitaire et qui ont beaucoup fait pour ça, dont nous sommes, et il y a ceux qui ne l'ont pas voulu. Il faut faire la différence, parce que, eh bien, tout le monde sait qu'il y a eu des conversations auxquelles ont participé les partis de gauche et les principales organisations syndicales. Il y avait la CGT, la CFDT, la FEN, le Parti socialiste et le Parti communiste français. Un texte qui rendait un appel commun possible a reçu l'assentiment au plan national de la CGT, de la FEN, du Parti socialiste et du Parti communiste. Seule la CFDT ne l'a pas accepté. Vous n'acceptez pas. Et c'est ce texte qui a été la base des manifestations. Vous aviez l'air, vous, de caler un peu sur le mot Pologne, à coller avec les autres pays. Enfin, la Pologne reste quand même entre vous. Mais je vous dis, vous avez l'air de prendre comme une chose secondaire que la CGT, la FEN, le Parti socialiste et le Parti communiste aient trouvé ce texte bon pour faire un 1er mai commun qui était nécessaire. Mais, monsieur or, s'il vous plaît, la Pologne, personne n'a le monopole de la sensibilité à l'égard de la Pologne. Et nous sommes tout de même là, d'abord, syndicats et partis de gauche, pour faire quelque chose en France. Pour changer quelque chose en France, pour qu'il n'y ait pas 2 millions de chômeurs en France, pour qu'il n'y ait pas un recul du niveau de vie en France, et on ne peut pas subordonner tout à des différences d'expression ou d'opinion à propos d'événements, si sensibles soient-ils, en Pologne ou ailleurs. Eh bien, je constate, parce qu'il ne faut pas emmêler les choses, en ce qui concerne ce 1er mai, le problème posé réel est celui-là. Il faut se demander pourquoi certains n'ont pas fait passer par-dessus tout le besoin d'être tous ensemble, comme les travailleurs le souhaitaient. C'est une vraie question, de même qu'est une vraie question le prétexte des relations entre les partis et les syndicats. Nous sommes plus que quiconque attachés à l'indépendance syndicale, aussi bien à l'égard du gouvernement qu'à l'égard des formations politiques. Mais tout de même, au printemps dernier, heureusement que nous avons appelé ensemble les syndicats et les formations politiques à voter pour le changement. Et il faut savoir, à certains moments, se rassembler ensemble et reconnaître les responsabilités de chacun pour faire avancer les choses. Autre chose est que, par ailleurs, chacun a sa liberté d'expression et son rôle spécifique. Eh bien, ceux qui n'ont pas contribué à ce que ce soit pleinement la grande journée rassemblant tout le monde ont eu tort. Mais il y a des événements qui sont assez éclairants, qui font se poser des questions et qui permettent même de trouver des réponses, de faire évoluer aussi les choses, aux travailleurs de réfléchir et d'agir à cette expérience. Monsieur Krajewski, merci. L'affaire du jour, c'est la grande affaire pour tous les passionnés de football, c'est bien sûr le transfert de Platini à la Juventus de Turin. Je vous le disais hier soir, le capitaine de l'équipe de France a en effet cédé aux sirènes dorées du grand club de Turin, la Juventus, ce qui ne l'empêchera pas cette année d'assurer ses engagements avec l'équipe nationale. Platini a expliqué aujourd'hui sa décision de quitter Saint-Étienne pour Turin à Dominique Leglou. J'étais en négociation avec beaucoup de clubs depuis longtemps et il fallait que je prenne une décision, mais disons que la décision ne se faisait pas suite à des négociations, c'était un problème de choix, de savoir où j'avais envie d'aller, dans quel club, dans quel pays. Alors par la suite,
j'ai réduit un peu le nombre des clubs et puis ça s'est orienté vers Arsenal, vers Saint-Etienne, vers Paris et puis vers Turin. Après j'ai décidé d'aller à l'étranger et puis entre Arsenal et Turin, j'ai choisi une façon de vivre qui m'allait beaucoup mieux. C'est donc avant tout des raisons purement personnelles, plus que des raisons financières? Des raisons financières, c'était pas un problème dans la mesure où tout le monde me donnait de l'argent, donc en fin de compte je savais que je ne serais pas lésé. Après c'est un problème de savoir où j'avais envie d'aller et on sait pourquoi j'ai envie d'aller à la Juventus de Turin, puisque j'ai mes origines italiennes, puisque c'est une belle vie, parce que c'est un beau pays, c'est une super équipe, parce qu'il y a des bons joueurs, c'est un autre contexte, je sors un peu du carcan du football français dans lequel je suis depuis 10 ans, qui me permet de voir autre chose. Michel Platini, la solitude en Italie, vous n'en avez pas peur? Vous vous retrouvez seul comme ça, loin quand même du pays où vous avez vécu si longtemps? Non, j'ai ma famille, de toute façon, je serai pas seul. D'autre part, j'ai beaucoup d'amis, la France n'est pas loin. Je me ferai des connaissances là-bas. Je crois que je suis arrivé à Saint-Etienne, j'étais seul aussi, et disons je me suis fait beaucoup d'amis, et malheureusement ça me fait un peu peine de les quitter. Mais la vie d'un footballeur est ainsi faite qu'on quitte les gens qu'on aime bien. Votre contrat est de 2 ans. Après ces 2 ans, vous avez déjà songé à l'avenir? Non, je pense qu'il faut mieux pas recommencer à parler dans 2 ans. Je sais pas, tout dépendra si je me plains en Italie. Je pense que je reviendrai peut-être, mais c'est pas sûr. Et les États-Unis? Les États-Unis me tentent, oui, pour finir, mais vraiment pour finir. Mais dans 2 ans, j'ai 29 ans. Thierry Roland, vous êtes très ami de Michel Platini, alors vous connaissez sûrement la réponse à la question que tout le monde se pose. Combien est-ce que la Juventus se paie pour son coup de pied? Beaucoup, je crois. On a parlé d'1 milliard de centimes pour ce contrat de 2 ans. Je pense que c'est le plus beau contrat, en tout cas, qui ait jamais signé un joueur de football français pour un club étranger. Je pense par exemple à Raymond Kopa, qui était allé pour beaucoup moins du grand stade de Reims au Real de Madrid il y a quelques années. Il faut dire que les tarifs ont beaucoup augmenté. Et l'inflation aussi. Mais de la part de Platini, est-ce que ce n'est pas un peu une trahison vis-à-vis du football français? Non, je ne pense pas. Je pense que Michel a pesé le pour et le contre. Au début, lorsqu'il était acquis qu'il quitterait Saint-Etienne, je crois que dans sa tête, il avait l'intention de jouer dans un club français. Et puis finalement, peut-être déçu par le comportement de certains à son endroit, il a préféré s'expatrier. Je pense que les spectateurs français vont le regretter. Enfin, nous allons voir quelques images de Michel Platini et surtout quelques images du club qui va l'accueillir dans quelques semaines, car il est acquis maintenant, selon toute vraisemblance, que Michel Platini jouera donc à la Juventus de Turin, même si le transfert n'est pas encore officiel. Michel Platini, c'est donc la star du football français, le meilleur joueur de sa génération, l'homme qui a marqué la plupart des buts décisifs de ces dernières années, que ce soit pour son club Saint-Etienne ou pour l'équipe de France, comme par exemple ce fameux coup franc contre les Pays-Bas qui a ouvert à l'équipe de France la route du mondial espagnol. Mais c'est sans doute le merveilleux match réalisé par le capitaine de l'équipe de France justement contre l'Italie en février dernier au Parc des Princes qui a fait franchir aux dirigeants de la Juventus de Turin le pas décisif quant à l'acquisition du numéro 10 Lorrain. Celui-ci aurait signé un protocole d'accord, un accord de principe pour un contrat de 2 ans, et cela quelques heures avant la clôture des transferts pour les étrangers, fixée en Italie au 30 avril à minuit. La Juventus de Turin, le club où, selon toute vraisemblance, jouera Michel la saison prochaine, c'est le club phare d'Italie. Champion en titre, les joueurs au maillot noir et blanc sont actuellement co-leaders du championnat avec la Fiorentina. C'est le club de Zoff, Gentile, Cabrini, Chirea, Tardelli, Bettega et Paolo Rossi qui a effectué sa rentrée aujourd'hui. Le Polonais Boniek, lui aussi numéro 1 de son pays, a également signé un contrat en faveur de la Juve, qui décidément aura une très belle équipe la saison prochaine. Il faut quand même préciser, en ce qui concerne Michel, ce sera le mot de la fin, que pendant qu'il discutait avec les dirigeants italiens à Turin, mon petit doigt m'a laissé entendre que les dirigeants des Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire le directeur sportif Didier Kouekou et le président Claude Bèze, étaient chez lui à Saint-Etienne où il discutait avec la femme de Michel Platini.
Alors, il y a peut-être encore une petite chance qu'il reste en France. Alors le suspense continue. Le temps maintenant, Laurent Bourmède. Oui, pas de suspense, quelques gouttes de pluie sont arrivées après 38 heures de sécheresse dans l'Aquitaine. C'est vraiment pas grand-chose, l'anticyclone est parti et puis le baromètre va remonter un petit peu après un petit passage de nuages et de pluie cette nuit et demain. Alors on va voir la carte pour demain. Eh bien, ces nuages qui traversent actuellement le pays seront demain matin sur les massifs de l'Est et dans le Midi. Ils atteindront dans la journée la Corse avec quelques petites averses, mais pas grand-chose et le soleil reviendra assez vite. Partout des éclaircies assez belles, surtout dans le sud. Dans le nord en revanche, encore beaucoup de nuages sur tout le nord et les côtes de la Manche, avec de la bruine sur l'extrême nord du côté en particulier de la Flandre. Voilà pour la carte pour demain. C'est pas extrêmement brillant, c'est pas dramatique non plus. Les températures sans grand changement par rapport à celles d'aujourd'hui, de 11 degrés dans le nord à 18 dans le sud, avec toujours beaucoup de rouge sur la carte des économies d'énergie. Enfin, pour terminer notre agenda, il faut dire que demain c'est la Saint-Boris et pour ceux qui par hasard n'ont pas eu de brin de muguet aujourd'hui, en voilà. Et demain, vous entendrez chanter Laurent Bourmède parce qu'il paraît qu'il veut faire concurrence à Francis Lemarque, qui est l'invité de Bernard Langlois. Tout à l'heure, à 23h15, Jacques Merlino vous développera l'essentiel de l'actualité et d'abord, bien sûr, les développements au Malouine. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h.